Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de My Happy Job by Moodwork. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Fabienne Broucaret, la rédactrice en chef de My Happy Job, qui est un média en ligne dédié à la qualité de vie au travail, au bien-être au travail. Et on est ici réunis aujourd'hui pour parler du burn-out et plus précisément pour l'après, parce que déjà on a une bonne nouvelle et surtout il n'y a pas de fatalité, il y a une vie après le burn-out et les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui et nos invités sont là pour en témoigner, partager du coup leur expérience et leurs conseils également. Donc, je vais vous présenter nos invités. Donc, Astrid, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Tu es coach. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le livre qui vient de sortir, tout beau, tout neuf? Tout à fait, vous le voyez derrière, et puis là j'ai une version en plus gros plan, donc du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance. Donc il est sorti il y a tout juste un mois, mi-septembre, et donc il vous accompagne étape après étape à remonter la pente du burn-out. Christophe, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Astrid. Alors, tu travailles chez Microsoft et tu es le cofondateur avec Marc d'un club un peu particulier qui s'appelle le Club des Bienveilleurs et des Burnoutés. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais, alors c'est dans notre sens, c'est burn-out et le bienveillant, mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Pour faire très simple, oui, on a créé ça effectivement après, lorsqu'on est rentré au travail, très très rapidement à force de communiquer sur le burn-out, sur nos burn-out, parce que ça c'est très important, notamment chez toi Fabienne, ou Mm. chez Catherine Testa de l'optimisme. On a commencé à être contacté par pas mal de personnes. Alors d'une part, c'était chronophage. Ça a commencé à être compliqué à gérer parce qu'on évidemment on n'est pas thérapeute, hein. Et donc on a décidé effectivement de créer une plateforme où on allait créer des podcasts, tout simplement, enregistrer des podcasts avec des personnes qui sont passées par là et qui en sont revenues, hein, qui ont remonté la pente, puis après des thérapeutes, des coachs, etc. Vraiment pour briser le tabou déjà, parce qu'on est évidemment deux mecs, et le tabou du burn-out chez l'homme, c'est encore autre chose. Mm. C'est vrai. Et c'était vraiment ce côté, voilà, faisons de nos accidents de vie quelque chose pour les autres. Donc voilà notre aventure qui a commencé il y a à peu près 2 ans et demi. Alors, il y aura un troisième invité, Alexandre, qui a fait une apparition et une disparition. Il a quelques soucis de connexion, notamment à cause d'une panne de courant. Alexandre, tu es pile poil de retour au bon moment. Et Est-ce oui, que je tu nous sais entends toujours. bien? Je vous entends bien, je vous entends très bien. Et je vais me présenter aussi, du coup, Et ben parce que voilà, j'ai tu as tout compris que compris. c'est ce que vous étiez en train de faire. Donc, je suis Alexandre Bonhomme de Vex. Pour ma part, je suis psychologue du travail chez Moodwork. Donc, je suis des gens en accompagnement, notamment des gens qui sont en situation de burn-out, qui ont fait un burn-out ou avant qu'ils aient un burn-out. Et je m'occupe globalement des relations qu'il peut y avoir entre nos psychologues de Moodwork et les utilisateurs. Très Et je bien. vous dis bonjour à tous et excusez-moi pour ce petit contretemps. Mais ne t'inquiète pas, tu arrives pile au bon moment, tout va bien. Pour vous expliquer un petit peu le déroulé du webinaire, on va échanger pendant une demi-heure, à peu près 40 minutes en format table ronde. Et ensuite, on prendra avec grand plaisir vos questions. Donc, n'hésitez pas à les partager. Vous avez un onglet questions dédié. Et puis, vous pouvez aussi partager, voilà, si quand les invités parlent, ça fait écho, que vous avez aussi envie de partager des témoignages, des astuces ou votre propre expérience, n'hésitez pas à vous servir du chat. Nathan vous accompagne dans le chat si vous avez le moindre souci technique et il partagera aussi avec vous des ressources voilà, pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin. Et vous retrouverez le replay de ce webinaire, comme on nous le demande souvent, sur YouTube et on vous enverra tout ça aussi également par mail. Voilà un petit peu pour le programme du jour. Alors pour commencer, Alexandre, moi j'ai une première question. Quand on parle de burn-out, forcément, il y a arrêt de travail et je pense que les gens ont tendance parfois à vouloir le réduire au maximum ou à se dire vite, vite, retournons au travail. Pourquoi cette étape de l'arrêt est importante? En quoi il ne faut pas la sous-estimer? Alors oui, déjà, première chose, tu as totalement raison de dire que l'arrêt, c'est capital et que le fait de vouloir absolument revenir pour des raisons X ou Y, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Parce que vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est en burn-out ou quand on est en situation d'épuisement professionnel, eh ben, en fait, on est malade. Voilà, on va mettre un mot dessus et du coup, c'est comme si on avait, une maladie, n'importe laquelle. Si vous avez une maladie grave, bah, vous vous mettez en arrêt, vous vous forcez pas à venir travailler et c'est exactement la même chose pour le burn-out parce que pour le coup, moi, je vais utiliser ce terme qui est un peu fort, mais c'est une maladie qui nécessite vraiment qu'il y ait des soins qui soient pris derrière. Ce sera pas le même soin que d'aller à l'hôpital pour se faire opérer ou quelque chose, mais il y a une forme d'obligation. Si on se fait pas soigner, on va pas s'en remettre facilement. Et si on essaye de forcer le retour, comme on dit, bah, ça peut avoir des impacts. Parce que comme je dis, on n'est pas bien, on est malade et ça a un impact sur notre santé.
physique et psychologique. Il y a vraiment les deux à prendre en compte. Et le fait de vouloir forcer, c'est un petit peu comme se forcer à remonter en selle alors que on n'est pas soigné et alors qu'on a encore la jambe qui est dans le plâtre. C'est pas possible. Dans une situation où ce serait une blessure physique, on se dirait mais non, ça n'a pas de sens de recommencer à travailler. Et là, en fait, comme le burn-out, c'est quelque chose qui ne se voit pas, on va avoir tendance à se dire mais si mais j'ai pas d'impact, j'ai pas de séquelles, si j'y retourne pas, on va avoir l'impression que finalement je veux pas travailler. Alors qu'en fait l'impact c'est pas qu'il ne se voit pas, c'est que l'impact il va plutôt être de l'ordre psychologique, cognitif, très important, faut pas oublier. Le fait d'avoir beaucoup de mal à réfléchir, le fait d'oublier des choses, c'est un impact cognitif. Et tout ça, il faut s'en remettre. Et tout ça, ça nécessite de prendre du temps pour soi et ça nécessite de rester un petit peu plus longtemps. Donc vouloir forcer le retour, c'est jamais une très bonne idée. Et surtout, et là je vais rajouter quelque chose, pour les personnes qui veulent forcer leur tour et qui ne le font pas dans de bonnes conditions, je suis un peu alarmiste là-dessus, mais en général, l'épuisement professionnel et le burn-out qu'il va y avoir derrière vont être encore plus importants que si la personne s'arrête avant. Et c'est pour ça que vraiment il est capital de, au bout d'un moment, savoir dire stop, même si ça va à l'encontre de ses valeurs, même si ça va à l'encontre de sa propre représentation de soi-même sur le lieu de travail, parce que ça aussi, il faut le prendre en compte. Il est important au bout d'un moment de s'arrêter pour pouvoir après repartir. Sinon, on ne peut plus repartir. Ouais, tu fais bien de le souligner. On a une première question d'ordre sémantique de définition. Quelle différence, en 2 mots, tu fais, Alexandre, entre le burn-out et l'épuisement professionnel? Et c'est une très bonne question et je vais expliquer ça. Alors le burn-out et l'épuisement professionnel, c'est 2 choses qui sont liées mais qui sont un peu différentes. Là, pour le coup, je prends vraiment la définition et la chose telle qu'elle est représentée par l'ANACT. En fait, l'épuisement professionnel, c'est toute la phase de dégradation de la santé physique et mentale qu'il va y avoir avant le burn-out. Le burn-out, en gros, c'est le moment où ça explose, c'est le moment où ça claque, où on ne peut plus se lever pour aller travailler. L'image que l'on a en général, c'est l'image du burn-out qu'on va avoir, c'est la personne qui un jour n'arrive plus à se réveiller, enfin se réveille mais n'arrive plus à sortir de son lit et n'arrive plus à aller au travail et se met à pleurer dès qu'elle pense au travail. Et juste avant ça, ça vient pas du jour au lendemain, hein. Juste avant ça, il y a toute la phase d'épuisement professionnel et pour aller dans le détail, en général, elle va se décomposer en 3 phases. Une première phase dans laquelle la personne va sentir de l'agitation, de l'irritation et va être un petit peu mal à l'aise, mais globalement, elle a quand même des capacités pour retrouver de l'énergie. Une deuxième phase où ça va commencer à empiéter sur ses relations personnelles et professionnelles et également sur son humeur sur son humeur pour le moment. Et là, ça va commencer à être difficile à retrouver de l'énergie. Donc en général, à ce moment-là, il faut consulter, il faut aller voir son médecin traitant, il faut en parler avec un psychologue du travail. Et la troisième phase, qui n'est pas le burn-out, la troisième phase qui est la phase où là, ça a un impact sur le comportement avec de la part de la personne en épuisement professionnel, de la recherche à tout prix de solutions pour pouvoir sortir de sa situation, sauf les solutions qui fonctionnent, bien entendu, c'est-à-dire se mettre en arrêt, un changement total de comportement, des impacts très forts sur les relations sociales et sur la santé physique, de la perte de cognition, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à réfléchir, et en dernier, comment on dit ça, ce que nous on appelle le cynisme, c'est-à-dire des difficultés relationnelles qui s'installent à la fois avec les clients et également avec les personnes. Donc il y a ces 3 phases-là de l'épuisement professionnel qu'on peut évaluer quand on est psychologue du travail, et il y a le burn-out. Et comme on le dit, nous, en entretien, personne n'a envie de faire un burn-out. Donc il vaut mieux essayer, pendant cette phase d'épuisement professionnel, de trouver une solution avant. Merci beaucoup, parce que ça permet de bien recadrer les choses et de bien comprendre en effet que tout n'arrive pas du jour au lendemain non plus. Christophe, tu as fait toi-même un burn-out, tu t'es arrêté. Quand est-ce que tu as su que tu étais prêt à retourner dans ton entreprise au travail? Alors, je reviens sur ce que dit Alexandre, parce que c'est super important, hein, effectivement, cette phase avant de tomber, on l'appelle aussi. Alors, moi, je suis plus dans les termes anglo-saxons, hein, plus la partie de burn-in, hein, c'est cette phase avant, hein, où effectivement, on a tous ces symptômes jusqu'au moment où on craque, où on se consume de l'intérieur, on brûle, etc. Et puis, tu l'as bien dit, Alexandre, aussi, ça, c'est super important. Les personnes ont tendance à vouloir venir trop vite. Parfois, c'est aussi les injonctions de la famille, des collègues, hein, reviens, reviens, on a besoin de toi, etc. Mais alors, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais le taux de récidive, effectivement, des personnes qui reviennent trop vite est quand même assez énorme. Il faut faire attention. Et puis, comme tu l'as dit aussi, Alexandre, si on se soigne pas, alors par le repos et par les visites de thérapeute, etc., le burn-out peut s'aggraver.
tu l'as pas dit, mais ça peut aussi devenir une vraie dépression, hein, donc c'est super important. Alors moi, comment j'ai fait pour savoir? Bah, j'ai fait confiance au médecin déjà, hein. Moi, dès le premier jour, de toute façon, j'étais voir mon médecin. Il m'a demandé qu'est-ce qui va pas. J'ai éclaté en sanglots, donc ça a été très rapide le burn-out. Moi, la phase de burn-in a duré plusieurs mois. Je ne sais pas si Alexandre, tu es d'ailleurs d'accord, hein, mais cette phase de burn-in ou d'épuisement professionnel, comme tu dis toi, moi j'ai beaucoup entendu qu'effectivement, plus elle était courte, plus la phase de récupération serait courte et inversement, plus elle était longue, etc. Il y aurait une corrélation. Alors, je ne suis pas médecin. Moi, je sais qu'elle a duré peut-être 3-4 mois. J'ai été effectivement arrêté 3-4 mois. J'ai su que je pouvais reprendre quand mon médecin m'a dit, écoute, je pense que tu peux reprendre. Je suis pas passé par la phase, comme ça se fait dans pas mal d'entreprises, de mi-temps thérapeutique, mais je crois qu'on en parlera un peu plus tard, mais j'ai un manager qui m'a en fait un petit peu adapté mon agenda, ma charge de travail aussi, parce qu'il a reconnu qu'effectivement, on en parlera plus tard, mais qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été. Mais voilà, moi j'ai fait confiance au médecin et de toute façon, je pense qu'Astrid c'est pareil, hein, il y a un moment donné, on n'est pas capable de revenir. On n'est pas capable Oui, de mais c'est revenir. Moi, super important. voilà, je suis passé par des phases où effectivement c'était allongé sur le canapé, d'autres où c'était plus, j'avais besoin. Ça faisait rire ma femme, elle était contente de bricoler à la maison, hein. J'ai décapé tous mes volets, j'ai repeint tous mes volets. Il n'y a que ça que je pouvais faire. J'avais besoin d'utiliser mes mains. Donc, je pense qu'il y a effectivement un rapport. C'est quelque chose de prouvé aussi. Mais et puis après, il y a eu des phases où je ne pouvais pas lire. Je ne pouvais pas effectivement aller sur Internet. Donc, ça a été voilà, il y a eu plusieurs phases et je reviens sur ce que disait Alexandre. Effectivement, c'est toutes ces étapes, hein, avant, après, et puis jusqu'au jour où le docteur dit bah, écoute, je pense que tu es prêt. Et j'étais prêt. Je suis pas retombé. J'aurais pu retomber quelques années après, mais je suis pas retombé tout de suite. Non, c'est important ce que tu dis, c'est l'accompagnement et puis, la confiance dans un tiers, en effet, hein, c'est pas évident, et c'est important d'avoir ce soutien-là et cet accompagnement, là. Astrid, quels seraient, au-delà justement de ces conseils de se faire, accompagner, aider pendant, l'arrêt, quels seraient, tes conseils pour, bien préparer un petit peu, si c'est possible, anticiper le retour au travail? Vraiment, le conseil de fond, c'est de prendre le temps de préparer en amont, de considérer que le retour au travail, c'est pas juste une évidence parce qu'on va mieux, c'est quelque chose qui a besoin d'être préparé et que ça va pas forcément être facile. Je rebondis juste sur ce que Christophe a dit parce que c'est vraiment important. Le moment du retour au travail, c'est un moment où on va mieux. Donc, dans ce qu'il a décrit, c'est vraiment les phases des 7 étapes du burn-out que je décris. Dans la phase de décompression, on est en train de faire rien, de pleurer, dormir, récupérer, et c'est normal. Dans la phase ensuite de récupération, c'est là qu'on se fait plaisir, on peut décaper ses volets si on en a envie, pas si c'est une injonction de devoir le faire, et c'est pas encore le moment de se demander si on retourne au travail. On a de l'énergie pour décaper des volets, mais pas pour se projeter vers le futur, parce que justement, prendre soin de soi, c'est aussi considérer que ça va pas être simple et qu'il faut déjà avoir récupéré de l'énergie pour le faire. Donc, comment on fait pour répondre directement à ta question, Fabienne? Moi, ce que je propose aux personnes, c'est de prendre le temps de le préparer en amont, notamment avec 2 axes qui sont essentiels, l'axe vers soi et l'axe vers l'entreprise. Donc, préparer dans cet axe vers l'entreprise, c'est d'abord demander un rendez-vous avec le médecin du travail de pré-reprise. Souvent, les gens ne le savent pas, mais on peut demander un rendez-vous avant même de retourner au travail avec son médecin du travail, ce qui permet de poser les conditions du retour en sécurité. Et c'est vraiment un support pour nous aider à demander, comme Christophe l'a mentionné par exemple, un temps partiel si on pense qu'on en a besoin, une adaptation du poste, etc. En tout cas, il va nous apporter un support pour qualifier ce dont on a besoin. La deuxième chose que souvent les personnes oublient, et c'est ce que Christophe a dit dans ce qu'il a fait, c'est de prévoir une réunion avec son manager pour venir poser des conditions de retour en sécurité et durable. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et la clé de question à se poser, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin, moi, maintenant, pour revenir dans de bonnes conditions et pour rester à long terme. C'est ça, cette idée de durabilité. C'est pas juste pour revenir les 2 premières semaines, mais vraiment dans une idée de pérennité, puisqu'il y a un risque de rechute. On le sait, ça a été mentionné. Donc, dans ces discussions, qu'est-ce qu'on inclut? On inclut les causes qui ont généré le burn-out qui sont liées à l'environnement de travail. Donc, ça veut dire qu'on a pris le temps d'y réfléchir, de travailler dessus, et on arrive avec des demandes claires. Si, par exemple, on s'est retrouvé en surcharge de travail, on aborde cette question de la surcharge parce qu'il est hors de question qu'on revienne avec des dossiers qui nous ont attendus depuis 3 mois et qui sont encore plus en retard que ce qu'on avait
avant de partir. Si c'est une relation toxique qui génère un stress chronique, ben, on aborde aussi ce sujet parce que la personne ou la relation, que ce soit un client, un collègue ou même un manager, ben, ça va toujours être là si on n'aborde pas cette question de se dire ben, comment on fait pour parler de ça. Donc, quelles que soient les causes, il y a des causes qui sont différentes en fonction de chacun, aborder ces causes et trouver une solution concrète. Il ne suffit pas d'en parler, il faut élaborer une solution pour qu'on ne les retrouve pas au moment du retour au travail. On prend conscience aussi qu'on arrive en convalescence. Donc, on ne peut pas faire autant que ce qu'on faisait avant. On prend soin de soi et on le fait par étapes. Ça fait partie de cette discussion-là. Et dans cette discussion de en convalescence, on prend aussi en compte le fait qu'on a besoin de continuer un accompagnement thérapeutique et des espaces pour se faire du bien, que ce soit décaper ses volets, faire de la peinture, aller au yoga, peu importe. Et ça, si on en parle dès le début, ça permet de négocier peut-être les rendez-vous qu'on a avec son thérapeute qui ne sont pas à 19h le soir, puisque justement on prend soin de soi, qui sont peut-être dans la journée ou en fin d'après-midi, peut-être qu'on va partir plus tôt. Et puis, un troisième élément que je propose de discuter, c'est les règles que vous allez poser avec vous-même, de les partager directement avec votre manager. Donc, ces règles que vous posez avec vous-même, c'est un peu comme un contrat que vous faites avec vous-même pour vous dire « je ne vais pas reproduire la même chose en revenant au travail ». Donc, ça peut être des horaires qu'on se fixe. On se dit, ben voilà, moi, j'accepte plus les réunions entre 12h et 14h et après 18h parce que c'est important dans mon équilibre et j'ai besoin de quelque chose d'un peu rigide au début pour m'assurer que je vais le tenir, ou j'emmènerai pas mon ordinateur ou mon téléphone à la maison parce que j'ai besoin de faire cette distinction claire et quelque part de réapprendre un lien au travail plus écologique pour moi, en tout cas qui me convient mieux. Donc, le fait de le poser dès le début, ben, ça permet d'être clair et qu'au moment où on y retourne, on sait qu'on a eu un accord et que ces conditions, ben, elles sont acceptées par l'environnement de travail, qu'on n'a pas besoin d'essayer de les négocier ou de les camoufler par la suite. Donc, ça permet plus de sérénité, tout en gardant conscience que même si on l'a fait, ce sera probablement difficile. Il y a un état qui peut être de stress post-traumatique après un burn-out. Notre corps peut malgré tout avoir des difficultés à y aller. Donc, c'est là qu'on peut aussi être accompagné par son médecin pour préparer ce retour ou par son psychologue en toute sécurité psychologique. Et justement, Alexandre, quand toi, tu accompagnes des personnes qui reprennent le travail après un burn-out, quelles sont leurs principales difficultés? Qu'est-ce qu'on t'explique? Qu'est-ce qu'on te dit au moment de cette reprise? Alors, au moment de la reprise, c'est intéressant parce que du coup, pour répondre à cette question, je vais me servir d'une des dernières choses qu'a dit Astrid. Elle a parlé vraiment de traumatisme. Et en fait, il faut bien comprendre que le burn-out, ça fait office de traumatisme. C'est un traumatisme pour quelqu'un qui le vit. C'est pas comme s'il était tombé à bicyclette quand il avait 13 ans. Hein. C'est pas la même chose. C'est vraiment assez traumatisant de vivre un burn-out. C'est pour ça que nous, on dit que personne n'a envie de vivre un burn-out. Et en général, la chose, justement, en lien avec ce traumatisme qui va être le plus souvent cité, dont tout le monde va parler littéralement, c'est la peur. Tout le monde a peur de reprendre après un burn-out, pour plein de raisons. Et il y a une question qui est intéressante, enfin, il y a un commentaire qui était intéressant qui est apparu là sur le chat, et je vais me baser aussi dessus. Souvent, les gens ont peur de deux choses. Ils vont avoir peur que l'organisation du travail ou que le travail en tant que tel n'ait pas changé et qu'ils se retrouvent exactement dans la même situation. Et ils ont aussi un peu peur d'eux-mêmes, faut dire. Parce que il y a des moments où le burn-out va être lié, certes, à l'organisation du travail, d'accord, mais des fois, ça va être lié aussi à soi-même, aux injonctions qu'on va se donner, à être performant, aux injonctions à être le meilleur, à jamais abandonner. Il y a quelque chose qu'on entend beaucoup de la part des gens en épuisement professionnel qui ont très honte et qui nous disent ah bah, j'ai jamais pris de congé, de congé d'arrêt maladie depuis que je travaille. Ça fait 30 ans que je travaille là-dedans, j'ai jamais pris d'arrêt maladie, j'ai pas envie d'en prendre un maintenant. Oui, mais ça, c'est pas vraiment la question, en fait. C'est là, vous êtes malade. Si vous avez jamais été malade de votre vie, tant mieux, c'est bien. Mais là, vous l'êtes, là, tout de suite maintenant. Donc, il faut vraiment vous poser. Et au moment de revenir, il y a toujours cette idée de se dire, j'ai très peur à la fois des conditions de travail, de voir si ça a changé. D'ailleurs, c'est très bien, du coup, Christophe, qu'il vous ait proposé quelque chose derrière. Que les conditions de travail soient les mêmes. Également, peur de soi, de se dire bah, je vais peut-être faire des boulettes, peut-être que je vais reprendre mes mauvaises habitudes. Et puis aussi, en sous-texte, peur du regard des autres. Et ça s'entend beaucoup. J'ai très très peur des injonctions
déjà de moi-même et puis des injonctions des gens qu'il va y avoir autour de moi qui vont se poser la question parce que le burn-out, on va pas se mentir, c'est pas très connu et le fait que toutes les entreprises n'en parlent pas, bah, ça fait également que dans certaines boîtes, bah, le burn-out, c'est pas perçu comme un burn-out, c'est perçu comme bon bah voilà, la personne n'a pas envie de travailler, elle y vient pas, alors que c'est pas le cas du tout. Alors que là, il y a vraiment un problème. Mais vraiment, la plus grosse difficulté auquel les gens vont se retrouver confrontés, ça va surtout être la peur. Et une fois qu'ils auront dépassé cette peur-là, ce sera beaucoup plus facile de s'y mettre. Voilà, ils vont pouvoir, avec de bonnes habitudes, mettre en place des règles qu'il faut suivre. Et c'est important de se dire ça, même si des fois ces règles commencent à perdre un petit peu de sens. C'est bien parce que ça vient fixer un bon cadre et la personne après reparte sur de bonnes bases. Et après, bah, c'est reparti moins vite Mmh. et peut-être beaucoup plus loin. Mmh. C'est vrai, Pour dire c'est ça comme important de le souligner. Quand, Astrid nous parlait, justement de reprendre un rendez-vous avec son, manager pour cadrer les choses, comment ça s'est passé pour toi, concrètement, Christophe? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, tes premiers jours et notamment la posture, l'attitude qu'a adopté ton manager? Ouais, déjà Alexandre, il a dit un truc très juste et ça revient, effectivement, c'est super important. Quand on revient, on n'est pas, je vais dire, on n'est pas à 1000 OK, hein. Oui, on va mieux, on va beaucoup mieux, hein, c'est pour ça qu'on reprend. Moi, j'entends souvent des managers, du style, «Ah bah, maintenant tu es revenu, c'est bon, tu vas repartir à 150 on va pouvoir te recharger la mule». Non, c'est juste pas ah, possible. Mais hein, et malheureusement, je l'ai encore entendu il y a quelques jours là. Première chose. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est effectivement quand je suis rentré, j'ai eu un alors je me rappelle plus si je l'ai demandé ou si c'est lui qui m'a proposé, moi, avec mon manager. On a eu effectivement une réunion, par Teams parce qu'en plus il était pas français, il était pas en France en face de moi. Voilà, il s'est passé plein de choses dans ce call. Il m'a dit pour commencer, il s'est excusé. Il s'est excusé, il m'a dit: «Je comprends maintenant que mon style de management, est à revoir», hein, parce qu'il était une des causes, je dis bien une des causes, hein, j'ai pas dit la cause de ma situation. Donc il s'est remis en question. Ça, j'ai trouvé ça déjà très bien. La deuxième chose qui, je crois, a été primordiale, il m'a dit: «Écoute, j'imagine bien que tu n'es pas effectivement, à 100 tu es encore probablement fatigué et cetera et cetera. Voilà ce que je te propose. Est-ce que je te retire ça, ça, ça de ta to-do list, des choses à faire? Du style, est-ce que tu arrêtes, par exemple, de voyager toutes les semaines comme je faisais à l'époque du burn-out? Est-ce que je t'enlève telle tâche et telle tâche? Ou est-ce que tu restes comme ça?» Alors, je lui ai évidemment dit: «Écoute, oui, je veux bien ne plus faire telle chose. Je veux plus voyager non plus pendant un certain temps», parce qu'effectivement, j'étais pas non plus, super bien. Et je pense sincèrement que s'il avait adopté une attitude différente du style: «À partir de maintenant, Christophe, tu ne fais plus ça. Tu ne contactes plus nos prestataires, tu ne voyages plus», je pense que j'aurais pu retomber. Il l'a fait suffisamment de façon intelligente et il m'a en fait inclus dans ce processus Mmh. tous les deux. Mmh. Ça, c'était la première chose avec le manager. La deuxième chose, la première réunion que j'ai fait avec mon équipe, et ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'était mon début de sensibilisation, c'est-à-dire que j'ai fait une belle présentation PowerPoint à la Microsoft où j'ai expliqué ce que c'était que le burn-out. Alors, donc ça, c'était il y a 6 ans, hein. Là, j'ai fêté mon anniversaire de burn-out il y a quelques temps. J'ai expliqué ce que c'était. Je leur ai expliqué en fait ce que j'avais eu parce que personne ne savait, hein, évidemment, on est dans le secret médical et j'avais refusé aussi, d'être contacté même par mes collègues. Enfin, mon manager à l'époque m'avait dit: «Je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que tu veux que je te contacte pendant ton arrêt?» Je lui ai dit: «Non, moi je te contacterai quand j'en aurai besoin». Donc tout le monde m'a laissé tranquille et je leur ai fait voilà, cette première réunion, je leur ai expliqué ce que c'était, ce qui m'était arrivé pour évidemment, bah, qu'ils ne retombent pas dans les mêmes travers qui étaient les miens. Et puis d'une certaine façon, je crois qu'Alexandre, tu l'as dit, hein, quand on est en burn-out, et c'est pour ça que parfois les gens reviennent trop vite, on a ce sentiment de culpabilité par rapport aux autres. Parce qu'on les a lâchés, parce qu'on leur a donné une charge de travail supplémentaire alors que la leur était déjà pas mal. Donc il y a eu tout ça, il y a eu le côté je sensibilise et je vous explique et je suis désolé, et je peux vous garantir que quand j'ai vu le regard des autres et les messages en aparté, merci, ne t'en veux pas, on t'en veut pas, etc., c'était juste important. Et la chose alors ça a été un petit peu plus long parce qu'évidemment, j'ai commencé à écrire sur le burn-out un petit peu plus quelques temps après. Un jour, j'ai effectivement partagé mon histoire sur l'optimisme.com de Catherine Testa.
Marc, il l'a fait avec toi, Fabienne, hein, sur My Happy Job quelques années après. J'ai eu des retours incroyables. J'ai eu, je crois, un retour où la personne me disait que je disais des bêtises, enfin peu importe, mais j'ai eu 99,9% de retours incroyables de personnes qui me remerciaient pour briser le tabou, notamment, encore une fois, chez les garçons, chez les hommes. Dans notre société machiste, on n'a pas le droit d'avoir, pas le droit de pleurer, pas le droit d'avoir mal, bien entendu, pas le droit d'être faible. Et puis, quand j'ai vu la réaction des gens, j'ai réécrit cet article, je l'ai publié sur LinkedIn. Et puis là, c'était à Noël, alors je ne sais plus en quelle année, peut-être en 2017, je sais plus, je suis pas trop sûr. Et je l'ai envoyé à mon PDG, au PDG de Microsoft France, en lui disant, alors nous, on est une boîte américaine, donc on se tutoie, en français bien sûr. Et je lui ai dit, écoute, voilà, voilà mon histoire, c'est juste un témoignage, je ne demande rien. 10 minutes après, il m'a répondu, il m'a remercié déjà pour la sincérité des propos. Il m'a dit, on se rencontre. On s'est rencontrés 2 semaines plus tard, je crois, pendant 1 heure. J'ai bien compris dans la discussion qu'il avait lu, relu et décortiqué l'article parce que c'était vraiment des questions qui étaient propres à mon vécu à moi. Et il m'a dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ce qu'on a fait, bah, concrètement, on a créé, alors, je parle de ça il y a 4-5 ans, on a la chance chez Microsoft d'avoir un super amphi avec 300-400 places. On a créé une conférence sur le burn-out. Moi, j'étais là en témoin, lui en tant que chef d'entreprise, et on avait aussi le médecin de la CMS, donc qui est de la médecine du travail, qui était à l'époque chez nous 1 ou 2 fois par semaine, qui était avec nous sur scène. Donc, on a commencé à expliquer ce que c'était le burn-out, etc. On est évidemment en 2022, je ne dis pas que tout est solutionné, mais on continue. Moi, je continue, hein, avec Marc notamment, en externe, mais aussi en interne, à sensibiliser. Encore lundi, avec Marc, on a sensibilisé. Alors, c'était en anglais. Pour nos équipes IMIA, on était 350 personnes dans le call. Donc, on continue à faire ça parce que c'est nécessaire. Avec la pandémie, c'est encore évidemment, on a vu que les cas avaient augmenté, etc. Donc, on apporte notre petite contribution sur cette thématique où on parle évidemment de déni. Hein, je crois qu'Alexandre, tu l'as dit, hein, ça ne peut pas m'arriver à moi. Pourtant, personne, évidemment, Superman ou Superwoman ou Wonder Woman. Et ça peut arriver à toutes les personnes, ça, je pense que c'est important de le dire, qui sont surinvesties. Hein. Le burn-out, quelqu'un qui concrètement, je dis peut-être une bêtise, Alexandre, tu me corrigeras, mais quelqu'un qui fait juste son 9h-18h et qui fait pas plus, etc., je pense pas qu'il tombe. Je pense pas qu'il puisse tomber en burn-out. Par contre, quelqu'un qui est effectivement passionné par ce qu'il fait, surinvesti, qui ne se pose plus de limites, effectivement, il va tomber. Et moi, à partir du moment où je suis revenu, je me suis mis une routine de vie. Je savais ce qui me faisait du bien à moi. J'ai suivi cette routine de vie. En 2020-2021, pendant le Covid, j'ai un peu lâché pour certaines raisons et j'aurais pu retomber. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Trouver une routine de vie, ça peut être la marche, ça peut être la guitare, ça peut être promener votre chien tous les jours, ça peut être n'importe quoi, ce qui vous fait du bien à vous. Et effectivement, encore une fois, moi, j'ai découvert la sophrologie, que j'ai continué après aussi pour d'autres raisons. Il faut trouver ce qui nous fait du bien à nous et voilà, c'est juste primordial, je crois. Non, tout à fait, non, trouver ce cadre. Alexandre? Oui. Alors j'ai envie de réagir sur quelque chose, parce que c'est bien ce que tu dis, et on a également dans le chat des commentaires qui vont dans le même sens. C'est difficile quand on est surinvesti de nature de réussir à tenir, mais je pense que là, à ce moment-là, il faut faire un changement de focus, et vous allez tous comprendre pourquoi, c'est très très simple à comprendre. Il faut faire un changement de focus et se dire, est-ce qu'il est plus avantageux de donner beaucoup d'énergie sur une période très très courte et de brûler la mèche très rapidement, d'où le burn-out, hein, d'où le nom, ou est-ce qu'il n'est pas préférable de s'accorder, et ça on le comprend une fois qu'on a fait le burn-out, et les gens le disent après, est-ce qu'il n'est pas préférable de s'accorder un petit peu de temps en temps, pour prendre soin de soi? Et prendre soin de soi, ça peut prendre différentes formes. Hein. Tu nous as donné des exemples de sophrologie, mais j'ai un exemple de quelqu'un qui était pas loin de faire le burn-out, qui était en épuisement professionnel. Sa façon de se détendre, c'était de jouer aux jeux vidéo. Et il jouait pendant 1 heure par jour. C'est pas énorme, hein. Mais ça lui faisait beaucoup de bien parce qu'il se passait plein de choses dans ces jeux vidéo. Et ce temps-là qu'on s'accorde à soi, est-ce que c'est pas préférable de prendre ce temps-là pour soi, histoire d'aller beaucoup plus loin? En gros, est-ce qu'on va vite et pas très loin, ou alors est-ce qu'on va un peu plus lentement et aller beaucoup plus loin? Là, la personne qui est surinvestie, elle peut se poser cette question, parce qu'en général,
Voilà, quand on s'investit sur le long terme, c'est toujours beaucoup plus bénéfique. Ça, faut vraiment changer de scope à ce niveau-là. Et voilà, je voulais juste terminer sur ce point parce qu'une fois que les gens l'apprennent et le comprennent, Mmh. c'est très, très important pour eux, ils le Ah ouais, gardent tout en à fait. tête. Mmh. Et là, on a parlé à travers ton exemple, Christophe, du coup, de retourner, dans son entreprise. On avait une question de Frédéric qui m'amène justement à une autre question que moi j'avais. Quand on change d'environnement de travail, on décide de changer d'entreprise, alors peut-être carrément pour certains de se reconvertir. Et la question de Frédéric, c'était: est-ce que le fait de changer de contexte et d'environnement peut aider? Quand est-ce que selon toi, Astrid, c'est une bonne idée, de se dire de, changer d'entreprise? Toi, ce que tu as fait, hein, si tu veux aussi nous en parler, tu as d'abord été, tu es retournée dans ton entreprise et tu as quitté ton entreprise quelques années après. Exactement. Moi, j'y suis retournée. Moi, j'ai eu un arrêt de travail très court, 1 mois et demi. Je dis très court pour vraiment mettre la dimension, vraiment pas se sentir un super-héros dont je vais revenir plus vite que les autres. Et je suis revenue rapidement parce que j'avais eu peur de cette idée qui m'a traversée qu'il allait falloir que je parte. Et ça m'a fait tellement peur que je me suis précipitée au travail en disant à mon médecin, si j'y vais pas maintenant, j'y retournerai plus. Et ceci dit, c'était bien dans mon parcours parce que pendant 2 ans, j'ai cheminé. Parce que partir pour on ne sait pas quoi dans le vide, c'est extrêmement stressant. Et quand on est en burn-out, ce n'est pas le moment de rajouter encore plus de pression. Donc, quelque part, moi, c'était mon cheminement. Mais quand j'y suis retournée, j'avais déjà dans ce coin de ma tête cette idée que je n'étais pas en train de contribuer à ce qui était le plus important pour moi. Souvent, ce qui fait qu'on va partir, c'est cette première dimension qu'on prend conscience grâce à cet arrêt, au temps qu'on a à l'heure de thérapie, de regarder qui on est, ce qu'on aime vraiment, ce qu'on fait, quelles sont nos croyances limitantes. Hein. Je rebondis sur une des questions sur les croyances limitantes, c'est vraiment la part thérapeutique qu'on a pendant cet arrêt de travail qui nous permet de prendre conscience et de travailler tout ça. Et donc, j'avais une part de moi qui avait conscience que toute cette énergie que je passais au travail, je suis une personne investie et contribuer, c'est important pour moi. À un moment, quand je suis retournée au travail, j'ai cru qu'en m'investissant moins, ça allait être mieux. Donc là, ça nous mène à la dépression directement. Pour les gens qui sont passionnés, ne pas être passionné, c'est morbide. Donc quand on a une trentaine d'années, on se dit ça va être trop long la vie en faisant attention de ne pas trop donner. Donc j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, j'ai envie de pouvoir donner beaucoup de moi, mais à quelque chose qui a vraiment de la valeur, à quelque chose qui est essentiel pour moi. Et le switch que j'ai fait, c'est en fait, j'ai pas envie de développer des produits. J'étais dans l'agroalimentaire. J'ai envie de développer des personnes. C'est l'humain qui est le plus important pour moi. Et on a beau dans l'industrie mettre des grandes valeurs, des objectifs, même sur les managers ou les RH, sur l'humain, au fond, on développe des produits. Et donc, c'est ce paradoxe que j'ai compris et j'ai pris 2 ans à faire cette transition, changement de métier, pour me concentrer sur ce qui était le plus important pour moi, ce à quoi je voulais contribuer. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième qui répond aussi à une des questions du chat qui font que les gens partent, c'est quand l'environnement de travail n'a aucune flexibilité pour venir accueillir ce dont nous avons besoin pour avoir un équilibre qui est durable. Un des travers parfois des accompagnements thérapeutiques, c'est qu'ils se centrent principalement sur la personne et qu'ils ne prennent pas en compte le système, l'environnement. Or, s'il n'y a aucune flexibilité dans l'environnement de changement, eh bien, il y a des grands risques de rechute et souvent les gens, soit ils reviennent pas du tout parce que ça se passe mal avec leur employeur. Il n'y a pas de possibilité de discussion, comme l'a expliqué Christophe dans son exemple. Et ça, c'est un des grands critères qui font que des gens qui aiment leur travail vont partir et quitter leur employeur et parfois même se reconvertir complètement parce qu'en fait, ils ne trouvent pas d'espace pour venir faire ce qu'ils faisaient de façon équilibrée et juste pour eux. Quand il n'y a pas de flexibilité, Alexandre, justement, c'est ça, je dirais, pour toi aussi qui est important, c'est-à-dire quand est-ce qu'on se dit qu'on n'y retourne pas, mais que ce n'est pas aussi le côté fuite de se dire, voilà, je pars ailleurs, mais ce n'est pas forcément non plus la meilleure idée, c'est vraiment de se dire l'environnement de travail qui compte, est-ce que je peux adapter? Oui, en fait, quand on retourne sur le lieu de travail, la première chose auquel il faut penser, et donc ça va un peu suivre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le travail peut pas recommencer exactement comme c'était. C'est pas possible en tant que tel. Il y a des choses qui doivent changer parce que sinon, c'est reparti pour un tour, comme dirait l'autre, et c'est un tour de manège dans 2 ans, vous refaites exactement la même chose parce que vous retournez dessus et sans rien changer. Donc, il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait des adaptations de poste, il faut que le manager prenne conscience
confiance, il faut que, voilà, que ça avance et que le travail s'améliore. Et on avait également une question justement dans le chat qui va parfaitement avec ça, qui était: mais qu'est-ce qui se passe quand les gens n'ont pas envie, enfin quand les gens avec qui je Ils changent travaille, pas. l'organisation n'a pas envie de changer ou ne change pas, faut pas oublier quelque chose. Alors il y a une réponse, mais je vais quand même faire un rappel, c'est à l'avantage de l'entreprise. Il faut que l'entreprise s'en rende compte. Mmh. Et ça, justement, il faut se détacher de cette chose-là, de dire, bah oui, mais ils ne veulent pas. Mais s'ils ne veulent pas, à ce moment-là, c'est leur problème, et rien n'empêche de partir et d'essayer de trouver quelque chose où l'herbe est plus verte ailleurs, comme dirait l'autre. Et également, autre chose qui est très avantageuse, s'il n'y a vraiment pas de volonté, et là je parle bien de volonté, s'il n'y a pas de volonté de l'entreprise de changer, de l'entreprise ou alors d'une personne dans l'entreprise de changer certains process qui posent problème, il y a toujours possibilité, il faut aller en parler dans l'entreprise. Il faut dire, mais c'est voilà, cette façon de fonctionner ne marche pas. Et là, c'est un risque pour les autres. Parce que pour rappel, l'employeur est censé veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés. Et éventuellement, ça peut lui retomber dessus si c'est pas le cas. Donc là, prévenir dans ces cas-là, c'est très très important. Et juste pour revenir sur ta question, donc, on ne peut pas retourner exactement comme c'était avant. Et nous, ce qu'on recommande, enfin, ce qu'on recommande, les psychologues de Moodwork, je veux dire, hein, ce qu'on recommande en général, en tout premier, c'est de demander à la personne, OK, est-ce que vous avez votre fiche de poste à la base? Et est-ce qu'il y a eu des glissements de tâches par rapport à votre fiche de poste qui font que vous faites plus que ce que vous devez faire et qu'au lieu de travailler 35-40 heures par jour, vous en travaillez 60-70? Par semaine? Montrez-nous là où ça va pas. Par semaine. Oui, pardon. Excusez-moi. Après, il y en a qui feraient Ça va 40 être heures par compliqué. jour, il y en a qui y sont, hein. Multitâche. C'est ça, Le C'est lapsus les ça. était doubles. important. Le lapsus était très important et très beau, pour le coup. Enfin, très beau. Non, mais s'il y en a qui font 35 heures par semaine et qu'il y a des glissements de tâches qui font que ça devient beaucoup plus, à ce moment-là, il faut être capable de les identifier et de retravailler ça avec son manager et aussi avec l'équipe. C'est les premiers interlocuteurs, hein, en tout premier, pour pouvoir retrouver un environnement de travail qui soit sain, serein et, comme disait tout à l'heure Astrid, un environnement de travail sécurisé, où on Mmh. se sent en sécurité. Et si on fait ça, déjà, c'est rassurant pour la personne qui revient d'un burn-out parce qu'elle va se dire, OK, c'est pas exactement la même chose qui va se passer. Et en plus de ça, bah, qui sait, ça peut peut-être améliorer les process de tout le monde. Donc, Mmh. autant y gagner. Après, il y a une habitude qui est souvent donnée, c'est commencer par des mi-temps thérapeutiques. Ça peut être une solution dans certains cas, mais c'est pas une solution miracle non plus. Parce que ça induit juste que la personne revienne, qu'elle travaille moins, et après. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Si on propose juste un mi-temps thérapeutique pour l'échauffer avant Oui. de retourner au front, bah, ça reste toujours la ligne de front. Ça Mmh. reste toujours des conditions de travail qui vont être compliquées. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait un travail pas en amont, du coup, parce que ça vient après, mais il faut qu'il y ait un travail avant le retour presque sur le lieu de travail, avec la reprise, avec l'entretien de reprise, hein, avec la médecine du travail, mais on peut également avoir un entretien de reprise avec le service, oui, avec les RH, hein, avec le manager, pour bien cadrer en disant, OK, voilà comment on peut s'organiser maintenant pour que ça ne se reproduise pas. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que ça se reproduise. Et justement, c'est une transition parfaite. Vous avez déjà commencé à me donner des conseils par rapport pour éviter la rechute, hein. Alors, prendre des temps de pause au quotidien, réussir à se ménager par partir comme avant, pour que ce soit durable, comme tu as beaucoup insisté, Alexandre. Est-ce que vous auriez d'autres, conseils, un conseil chacun pour, éviter la rechute? Qu'est-ce qui vous semble vraiment important? Moi, je dirais un élément, c'est vraiment d'apprendre à écouter chuchoter son corps. Quelque part, on a un outil qui est incroyable, qui va être bien affûté après le burn-out. On dit qu'on va être plus faible ou plus sensible, mais c'est un outil en fait très puissant qui va venir nous dire quand on se retrouve de nouveau en état de stress, quand il y a quelque chose qui commence à devenir chronique. Et donc, apprendre à l'écouter et agir. Il ne suffit pas d'écouter, il faut agir. Je pense que ça, c'est une des clés pour affronter les hauts et les bas de la vie, parce qu'il y aura de nouveau des hauts et des bas et des moments de stress. Pour une idée, voilà. Très bien. Christophe ou Alexandre? Moi, je veux Christophe, bien, peut-être? ouais, je veux bien là-dessus. Moi, je vais faire un exemple inverse, c'est-à-dire qu'en 2020 ou 2021, pendant la pandémie, hein, évidemment, je me suis un peu oublié. C'est-à-dire que j'ai oublié mes routines de vie, j'ai oublié mes exercices de sophro, etc., etc.
et j'aurais pu retomber. Et ce qui m'a sauvé, c'est justement de reconnaître les signaux faibles. Mmh. Et reconnaître, c'est effectivement ces choses qui nous font dire: «Oh là, je ne vais pas bien», et la façon c'était assez ironique parce qu'en fait, je faisais une session de sensibilisation des collègues, j'ai raccroché et là, je me suis dit: «Ouh là 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 là, là tu cases, telle case, telle case, telle case», et j'ai appelé Marc et je lui ai expliqué. Il m'a dit: «Oui, bon, bah, alors, tu vas reprendre ta sophro, tu vas retourner marcher». Je crois, même si à l'époque, je crois qu'on ne devait pas bouger plus d'1 kilomètre de la maison, c'était cette époque-là. Mais heureusement que j'ai reconnu les signes faibles. Donc ça, c'est une des forces, je pense quand même, des gens qui en sont sortis, qui ont réussi à analyser les choses, bien sûr, Mmh. hein, et qui se sont fait aider, de pouvoir identifier ces signaux qui nous font dire que, à nous et aux autres d'ailleurs, hein, que, bah, qu'on n'est pas loin de retomber, quoi, ou Mmh. de tomber. Mmh. Et Alexandre, je vais te poser une autre question, parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, il y a beaucoup de témoignages, donc ça fait Oui. plaisir que ça libère la parole aussi et que les gens, voilà, partagent, voilà, c'est aussi important sur ces, sujets-là. On a plusieurs questions par rapport aux managers, toxiques, quand rien ne bouge, quand on a l'impression que le manager est un peu soutenu, dans son poste, qu'il reste là même si, voilà, les gens savent, comment il est. Qu'est-ce qu'on peut faire soit quand on revient de burn-out? Est-ce que, voilà, demander, à changer de poste, à changer en interne ou prendre la décision de bouger sont les seules solutions selon toi ou est-ce qu'il y a d'autres choses à tester? Alors, c'est les solutions, principales, n'est-ce pas? Après, comme on disait, après pour ce qui est des managers toxiques, bon, déjà, faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, que c'est au désavantage de l'entreprise, hein. Faut vraiment pas oublier cette chose-là, que, il y a plein d'exemples et je ne les citerai pas, mais que des managers toxiques ont un impact sur leurs salariés, que du coup, ils viennent se plaindre, et que ça commence à faire du bruit. Du coup, c'est Mmh. «l'entreprise» entre guillemets qui prend, comme dirait l'autre, et c'est l'entreprise qui perd de la réputation pour ça, donc qui perd Mmh. du bénéfice. Donc ils ont rien à gagner à faire ça. Et nous, ce qu'on recommande, bah, pourquoi pas envoyer directement, enfin chanter comme dirait l'autre, envoyer directement les informations et puis faire part de la situation à des personnes qui pourraient être au-dessus et qui pourraient avoir intérêt à comprendre ce qui se passe en Mmh. bas. Parce qu'il y a plein de situations où en fait toutes ces le burn-out que vit la personne, c'est géré par, une organisation dans lequel il y a ce qu'on appelle de la violence institutionnelle, et qu'on va pas se mentir, mais tous les directeurs et tous les actionnaires, enfin les actionnaires, on peut dire ça comme ça, et tous les élus et cetera, ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe en bas. Et des fois, s'ils étaient mis au courant, bah, ils tireraient quand même la langue et ils diraient: «Non, c'est pas normal, je n'ai pas envie que ça se passe dans mon entreprise», et du coup, ils peuvent faire quelque chose. Donc effectivement, il y a de temps en temps où, un manager toxique, par exemple, peut être couvert, mais ça, on n'y peut rien. Mais déjà, c'est au désavantage de l'entreprise et surtout, c'est pas systématique. Quand quelqu'un a l'impression que que les personnes qui provoquent de la violence institutionnelle sont un peu aidées, on va dire, par au-dessus, faut savoir que ça va peut-être pas forcément aller jusque tout en haut. Mmh. Ça, c'est le premier point. L'autre point aussi que nous, on recommande beaucoup, c'est d'en parler avec 2 organes qui sont très importants, un en interne et un en externe. Le premier, c'est la médecine du travail, parce que la médecine du travail, elle a quand même besoin d'être informée de la situation. Si, même si ça aide pas à régler la situation tout de suite, au moins, il y a une alerte qui a été faite. Et au moins, si un jour il se passe quelque chose, ben, il y a la possibilité de dire: «On a prévenu la médecine du travail, on a prévenu, les personnes impliquées, on a dit qu'est-ce qui se passait et pourquoi ça se passait comme ça, on a donné notre point de vue», et déjà ça va beaucoup aider pour la suite. Et puis également le médecin traitant, parce que le médecin traitant va être Mmh. de très, très bons conseils et il va aider en tant que tel à pouvoir prendre du recul au moment où ce sera nécessaire, et il pourra aider à emmener vers tout un tas de dispositifs. C'est son rôle aussi au médecin Mmh. traitant. Il peut aider à envoyer vers tout un tas de dispositifs de ville, on va dire, qui permettront à la personne non pas uniquement de, gérer la violence institutionnelle, mais également de trouver des solutions, Mmh. à côté pour soit ne pas rester sur son lieu de travail en tant que tel, soit pour, voilà, soit pour gérer les aspects les plus difficiles. Puis après, il y a Mood Work aussi, bien entendu, ça c'est autre chose, mais en fait, il y a des solutions, Oui, mais ces vraiment, solutions, faire la compagnie. Mmh. Mmh mh. ouais, elles sont diverses, il y en Ne a pas rester seul. plus Mmh. que ouais, il y en a plus que ce qu'on croit, et en général, ce qui provoque également des problèmes pour les personnes qui sont
en burn-out ou qui viennent de vivre le burn-out, c'est que étant donné qu'ils sont très très fatigués, qu'ils ont beaucoup de mal à exprimer ce qui s'est passé, c'est qu'elles vont être complètement perdues également dans toute l'offre d'aide qu'il y a autour d'elles. Et Ouais. ça, c'est bien d'en parler avec au moins une personne qui après peut faire le tri et peut expliquer la situation, ou alors peut vous orienter vers les bonnes choses en interne. Ne restez pas tout seul, vraiment, ça c'est le point important, parce que si vous restez tout seul, on a vite fait de se perdre et de se laisser embarquer dans des choses qui sont pas forcément très très bonnes. Dernière question, pour vous libérer à l'heure et avoir le temps de faire une pause ce midi, c'est important. Il y avait beaucoup de témoignages et de questions par rapport au rapport au travail. On a parlé un petit peu des injonctions, qu'on peut se mettre, mais comment on peut, le travailler ce sujet, et le faire évoluer? Parce que là, on a insisté sur l'aspect organisationnel, le manager, l'entreprise, l'environnement. J'ai envie de dire, peu importe qu'on change ou pas d'entreprise, vraiment quand on sent qu'il y a aussi un sujet là-dessus, qu'il y a aussi ce facteur un peu plus personnel, subjectif, quels seraient vos conseils? Je peux prendre la parole. Je pense qu'il y a deux dimensions pour le faire. Il y a la part thérapeutique. Donc, thérapeutique, ça veut dire quoi? C'est soigner les blessures du passé. Donc, ça peut se faire par la parole avec un psychologue. Ça peut se faire en hypnose. Si on se dit, bah, tiens, je sens que j'ai un schéma qui se répète. La sophrologie peut aider aussi à réguler les choses. Donc, il y a une multitude, on en a cité 3, il y a une multitude de moyens de le faire. Il y en a qui vont le faire par le corps, d'ailleurs, par la danse. Donc, ça, c'est une première partie où on prend soin de ce qui s'est passé dans notre passé qui fait qu'on a ce schéma-là. Et c'est ça que j'appelle d'ailleurs dans mon livre soigner les blessures du passé. Et puis il y a une part qui pour moi est plutôt de l'ordre du coaching qui est ok, ça m'est arrivé avant, mais qu'est-ce que je décide de faire maintenant pour changer? Et ça, c'est la part où on se projette vers l'avant qui doit se faire en parallèle de cette question du retour au travail. J'avais ce schéma-là, c'est arrivé pour telle et telle raison. Mais ça ne veut pas dire que je dois continuer à être comme ça. Je ne suis pas déterminée par ce qui s'est passé dans mon enfance ou autre. Je peux choisir de faire différemment. Et qu'est-ce que je choisis de faire pour que ce ne soit plus pareil? Cette question de mise en action, qu'est-ce que je pose concrètement comme action pour que ça change? Moi, je dirais ces deux dimensions. Soigner le passé et se mettre en action clairement vers un futur qui nous correspond mieux. On a Julie dans le chat qui nous dit aussi faire preuve d'autocompassion, en effet, être aussi bienveillant envers soi-même qu'envers les autres, c'est aussi une très bonne idée. Alexandre, tu voudrais apporter un complément? Ah, tu n'as pas le micro, Alexandre. Allez, remets-le. Oups, Alors, pardon. fallait bien que ça arrive une fois, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Ça arrive de temps en temps. Non, je vois pas spécialement de choses à rajouter parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui a été dites. Après, effectivement, il y a plein de façons de trouver. Comment je vais dire ça? Il est bon aussi, quand on vit une situation de burn-out, de trouver du temps pour sortir un petit peu du travail et pour se retrouver un petit peu soi. Donc ça peut se faire à travers de la sophrologie, ça peut se faire à travers tout un tas d'activités, mais des fois des activités auxquelles on ne pense pas forcément. Et il y a quelque chose dont il ne faut pas s'étonner, c'est qu'il y a des moments, après un burn-out, on va avoir un afflux d'activités qui ne sont pas liées avec le travail, mais qui vont quand même prendre pas mal de temps et qui vont donner l'impression à la personne qu'elle va mieux. Mais c'est pas vraiment ça. Je vais essayer de vous prendre 2 exemples. Imaginons quelqu'un qui fait un burn-out et qui se sent pas très bien et tout d'un coup et après son burn-out, il décide, qu'il aime bien faire du modélisme et que ça lui fait du bien de faire du modélisme et du coup, il fait des petits avions en plastique, des petits soldats et il fait des dioramas, il présente ça dans des expositions, ça lui prend toute la semaine, mais il est très content et à la fin, il se sent mieux, mais en tant que tel, il n'est pas totalement remis de son burn-out. Pourquoi? Tout simplement parce que une des causes aussi du burn-out, on n'en a pas forcément parlé, c'est la question de la responsabilité vis-à-vis des tâches qu'on doit accomplir. Absolument. Quand on est en burn-out, la raison également pour laquelle on est surinvesti, et ça c'est important de le noter, c'est qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, ou alors une responsabilité qui est peut-être pas fantasmatique, mais qui est induite et qui est pas forcément réelle, et on se sent responsable de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que la plupart du temps, on se dit: «Je peux pas partir en arrêt parce que sinon qui est-ce qui va le faire? Qui est-ce qui va faire ça? Personne peut le faire à ma place». Donc voilà, on est sur la responsabilité et en fait, toutes ces actions et ces activités comme faire du modélisme, par exemple, qui sont pas très, très importantes et puis qui amènent à rien. Donc il y a pas de responsabilité en tant que telle. Si la personne le fait pas, c'est pas grave.
Ça lui prend certes du temps à la personne, mais ça permettra à son cerveau de faire quelque chose et de se déshabituer du stress engendré par l'action et l'activité. Donc voilà, tout ça pour dire, en gros, sinon je vais en parler pendant des heures, tout ça pour dire que il faut faire des choses, mais il faut pas que ce soit des choses dans lesquelles on se sente responsable et dans lesquelles il y ait une implication qui soit trop forte. Il faut se réhabituer à faire des choses pour le plaisir. Et ça, c'est vraiment important. Ça peut être, comme je disais, du modélisme. Ça peut être faire du graphisme pour faire des dessins ou des bandes dessinées. Ça peut être faire du dessin. Ça peut être faire tout plein de choses. C'est pas forcément uniquement des actions thérapeutiques en tant que telles, parce que des fois, bah voilà, fabriquer un instrument de musique en travaillant le bois soi-même, ça peut avoir un aspect thérapeutique aussi. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est super important cette notion de plaisir, c'est ce qui vous fait plaisir à vous et en effet sans avoir des enjeux, derrière, trop importants et ça fait du bien. Il y a une dernière question à laquelle je vais répondre, Vincent qui nous demande quand est-ce que faire un bilan de compétences? Vraiment, je pense quand vous avez l'énergie suffisante, quand, ça va mieux. C'est-à-dire pas pendant que, vous avez besoin de vous reposer et de dormir, quand vous ne serez pas en état d'avoir, de faire ce bilan et aussi peut-être, Astrid, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand, on n'arrive pas tout seul à choisir, à se dire est-ce que je me reconvertis, est-ce que je retourne dans ma boîte, est-ce que et qu'on est un petit peu voilà perdu sur la suite, le bilan de compétences peut être voilà une première idée, mais pas tout de suite. En tout cas, prenez le temps. Effectivement, oui, ça demande de l'énergie. Donc, c'est dans cette phase de reconstruction, quand on s'est fait plaisir, comme a expliqué Alexandre, qu'on est capable de répondre à la question qu'est-ce que je ferais aujourd'hui pour me faire juste du bien. C'est après tout ça. D'ailleurs, parfois, on le fait quand on est retourné au travail, parce que ça va prendre du temps. Et donc, le faire dans l'urgence, ce serait dommage aussi. Je pense qu'il faut prendre son temps. Par contre, c'est important de venir bien parler du contexte, parce que je rencontre aussi beaucoup de gens qui vont faire un bilan de compétences et qui vont arriver à, en fait, je suis fait pour faire ce que je faisais avant, parce qu'ils n'ont pas pris en compte le burn-out dans ce qui s'était passé. Donc, c'est bien de bien choisir son consultant qui puisse être en capacité d'aborder dans ce cadre-là le bilan et peut-être de poser des questions différentes que ce qu'on fait quand on cherche juste un autre poste parce que le nôtre est bouché. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, je me permets, Fabienne, c'est effectivement super important. Il y a des périodes à respecter. De la même façon, moi, je me souviens quand j'ai vu le médecin la première fois, où j'étais en pleurs, le seul truc que je lui dis, oh, il faut que je change de boulot, change de boulot. Il me dit, attends. Deux choses. Déjà, trois choses. Tu vas te reposer, d'accord? Cette question-là, c'est pas le bon moment pour te la poser. Tu te la poseras peut-être dans quelques temps, mais c'est pas le bon moment. Et la troisième chose, et ça revient à ce qu'on vient de dire, c'est, alors, le terme, il n'est pas tout à fait, il n'est pas très beau, mais sois un petit peu égoïste et apprends à te refaire plaisir. Et effectivement, ça, je crois que c'est primordial. Moi, par exemple, il y a 1 ou 2 ans, là, j'aurais pu retomber, et ben, je me suis mis à jouer de la guitare. Alors, pour quelqu'un qui est à moitié sourd comme moi, parce que je suis sourd, ça n'a pas été simple. Mais voilà, le fait de pouvoir. Alors, encore une fois, je ne sais pas, Alexandre, si tu peux l'analyser, ça, mais le côté tactile, pour moi, était super important. Alors que c'est pas quelque chose, je suis vraiment pas fait pour ça. Mais du coup, ça fait du coup partie de ma routine quotidienne. C'est-à-dire que là, vous la voyez pas, mais si vous voyez peut-être le manche de guitare, elle est juste derrière moi. Et quand je suis à la maison en télétravail, en permanence, enfin pas en permanence, mais très régulièrement entre les réunions, je prends ma guitare, je chante un petit peu, etc. Parfois, un petit peu à l'inverse d'Alexandre tout à l'heure, j'oublie de remettre le bouton mute. Hein, donc, comme ça, tout le monde sait que je chante. Mais ça fait partie du truc. Moi, ça me permet de, voilà, même sur une chanson, plus j'ai la chance de chanter pas trop mal, je crois. J'ai ce côté, ça me fait du bien. Peut-être moins aux oreilles de ma femme qui est aussi en télétravail, mais moi, ça me fait du bien et voilà, j'en ai besoin. Comme aller aussi autant que là, j'ai la chance d'avoir la forêt qui est à 10 mètres de moi, là, autant que mettre mes chaussures et aller en forêt. Pour moi, ça fait partie de ma routine de vie. Eh ben, on vous incite tous à trouver voilà, ces moments dans la semaine et ne pas attendre les vacances, le week-end pour pouvoir en profiter et avoir ces temps-là qui font du bien. Mais je vous remercie beaucoup, Astrid, Alexandre et Christophe. Pour vos partages. Avec Merci à plaisir. tous les participants. Vous avez été très, très actifs dans le chat. J'espère que ce Oui. webinaire vous aura été utile. On vous invite bien évidemment à aller sur My Happy Job by Moodwork et vous allez recevoir un petit mail avec toutes les ressources voilà, qui vous permettront notamment d'aller plus loin. On avait des questions sur les différences entre burn-out, bore-out, burn-out et
Je vous ai partagé des liens et on vous les remettra voilà, dans le mail, comme ça vous aurez de quoi aussi aller poursuivre un petit peu les échanges. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne pause, c'est important, et prenez soin de vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir, à très À vite. bientôt. Au revoir.